Alors le C3 du bac de cette année tombait sur le chapitre sur le commerce international et l'internationalisation de la production. Donc sujet assez classique qui concerne spécifiquement les firmes multinationales ou firmes transnationales. Donc je vais rappeler quelques points de méthode pour le C3. Il s'agit d'une succession de paragraphes avec une introduction, une conclusion, en n'oubliant pas quelques phrases de transition entre les parties. Donc il y avait pour ce faire deux textes assez complexes par ailleurs et un document statistique exprimé en pourcentage, c'était des ensembles, des pourcentages de répartition. Et donc pour le C3, on peut reformuler le sujet même si cela n'est pas nécessaire. Et je vous propose donc la reformulation suivante, assez simple. Les choix d'emplacement des FMN dans le monde correspondent-ils à différentes stratégies? Alors je vais rappeler la définition d'une firme multinationale ou transnationale. C'est une entreprise qui détient au moins une unité de production dans un pays étranger. Donc on peut penser évidemment à de grands groupes français ou américains par exemple, donc Apple, Microsoft, ou bien en France le groupe LVMH. On peut mettre en évidence un plan plutôt en trois parties qui reprend finalement les stratégies évoquées par Michelet sur les stratégies des firmes multinationales. Donc première partie, mais elle peut être en deuxième ou troisième partie, c'est la stratégie de rationalisation des coûts, c'est-à-dire qu'une FMN va répartir sa production de manière à minimiser ses coûts de production. Donc c'est une logique assez industrielle. Et donc ce faisant, on pouvait aussi, grâce au cours, évoquer la DIPP, la division internationale du processus productif. C'est-à-dire que dans un pays, il y aura la conception, dans un autre pays, l'assemblage, etc., etc. Donc cette logique de rationalisation des coûts était également évoquée à la fin du texte du document 1, mais surtout c'était le cœur du texte du document 2 en fait. Il faisait une comparaison au sein du secteur automobile entre les constructeurs allemands et les constructeurs français. Et les auteurs notaient que en Allemagne, les constructeurs préfèrent exporter, donc gardent leur production d'automobiles, alors qu'en France, les constructeurs automobiles ont privilégié les délocalisations. Donc il fallait par ailleurs définir la délocalisation. On ferme un site sur le territoire national afin de l'implanter à l'étranger, et ceci parce que les coûts du travail s'est beaucoup plus dégradé en France, alors qu'en Allemagne, il a plus ou moins baissé. Donc le coût du travail est ici extrêmement important pour comprendre cette stratégie, et notamment le document 2. Par ailleurs, il faut nuancer, et cette nuance apparaît dans la deuxième partie du texte numéro 2, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a une compétitivité hors prix peut plus facilement garder sa production sur le territoire national, puisqu'elle pourra avoir des prix plus élevés. Donc pour des biens de gamme un peu de gamme moyenne, il est en effet peut-être plus avantageux de produire à l'étranger car les coûts de production seront plus faibles. Mais grâce à d'autres exemples, on pouvait illustrer cette idée, notamment en prenant comme exemple les entreprises du textile qui délocalisent et produisent massivement dans les pays du Maghreb ou alors pour de commandes plus fortes au Bangladesh, en Inde ou en Chine. Donc la deuxième stratégie, c'est la stratégie de marché. C'est une logique qui vise ici à pénétrer de nouveaux marchés pour satisfaire une clientèle nouvelle. Il fallait retenir deux idées. Premièrement, et c'était noté dans le texte numéro 2, le fait d'avoir un avantage compétitif spécifique. C'est-à-dire, si une entreprise décide de vendre un bien et qu'elle est sûre de vendre un bien, alors elle aura un avantage spécifique. Donc, pénétrer de nouveaux marchés car on est sûr qu'on pourra vendre ces biens. Autre chose, c'est prendre en considération la diversité des préférences selon les pays et selon les continents. Donc il faut aussi s'implanter dans de nouveaux pays parce que les préférences sont différentes. Et on pouvait relier cela au niveau de développement d'un pays, car plus un pays se développe, plus les travailleurs, consommateurs auront de pouvoir d'achat,
Et donc, on pourra proposer des produits plus innovants et surtout plus chers. Et donc, on voit dans le document 3 que la plupart des IDE se concentrent essentiellement entre les pays développés. Même si au fil du temps, on s'aperçoit que proportionnellement, dans les pays développés, les IDE sont de moins en moins importants, alors que dans les pays émergents, ou en voie de développement, on est un peu plus, enfin, il y a une augmentation de ces pourcentages. Et par ailleurs, dans les pays peu développés, on s'aperçoit que le niveau des IDE reste relativement faible et que l'évolution reste encore assez faible. Enfin, troisième idée qui n'apparaissait pas explicitement dans les documents, c'est pour ça qu'il faut d'abord puiser dans son cours et ensuite voir ce que nous propose les documents, c'est également les stratégies d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'une entreprise va s'implanter sur un autre territoire pour s'approvisionner en ressources naturelles. On peut prendre exemple sur le pétrole, le cuivre, le zinc, l'uranium, etc., etc. Donc voilà, il fallait dire que malgré un objectif principal, augmenter les bénéfices, maximiser les bénéfices, les localisations des différentes transnationales parfois sont différentes parce que cela répond à des stratégies différentes mais complémentaires. Et en guise d'introduction, donner un petit chiffre ou parler du scandale de délocalisation en guise d'amorce, redonner la définition de la FMN, reformuler le sujet comme on l'a fait et donner le plan ici en 3 parties. Et enfin, conclure une petite synthèse et donner une ouverture. Par exemple, est-ce que la politique industrielle du nouveau président, du nouveau gouvernement auront un impact sur les FMN en France ?